Si j'ai bien compris, il m'a été proposé de présenter ce livre, de présenter d'abord la genèse et ensuite le contenu, et puis évidemment de répondre aux questions, de tenter de répondre aux questions que vous auriez la gentillesse de me poser. Nous sommes le 4 novembre 2007. Je viens d'arriver à Lourdes pour l'assemblée plénière de l'épiscopat, un peu fatigué, parce que 3 jours auparavant, le 1er novembre, s'était terminé un synode diocésain qui nous avait occupés pendant 2 bonnes années. 2 années très fécondes. Enfin, dans ce bon diocèse d'Angers, lorsque vous lancez un appel, eh bien, c'est par centaines que les gens répondent. J'ai été en particulier satisfait parce que dans une des résolutions présentées, il était demandé à l'évêque de créer ou d'envisager de créer un séminaire universitaire. Alors il faut dire qu'il y a toujours à Angers une faculté de théologie, mais une faculté de théologie en France sans séminariste, ça marche difficilement. Donc j'avais poussé pour que cette idée vienne et soit adoptée. Bref, j'arrive à Lourdes, je dis à la fois content et un peu fatigué. Le 4 commencent les travaux de l'Assemblée. Je loge comme d'habitude chez des dominicaines qui se trouvent assez loin par rapport au sanctuaire. Et lorsque j'arrive, que je me mets à table, le téléphone se met à sonner. Il sonne plusieurs fois. Et puis c'est une voix assez excédée qui m'appelle et qui me dit « Mais enfin, où étiez-vous » j'ai dit « J'étais avec les autres évêques. Je vous ai cherché pendant toute l'après-midi, je ne vous ai pas trouvé. Celui qui parle ainsi, c'est le nonce de l'époque. » Et qui me dit « Je viens de recevoir moi-même un appel du secrétaire d'État. Le pape voudrait que vous soyez nommé, ou plutôt voudrait vous nommer secrétaire, tu as oublié dans la présentation, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. » Alors, je dis, écoutez, vous allez m'accorder... Non, il faut la réponse dans le quart d'heure qui suit, parce qu'on va me rappeler, on n'a pas pu vous joindre dans l'après-midi. Bon. Alors, j'accepte, et donc, 2 mois plus tard, à la fin du mois de janvier, j'arrive à Rome pour une aventure qui a duré pendant un peu plus de 10 ans. Première responsabilité, comme je viens de le dire, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. C'est passionnant. C'est passionnant parce que nous avions la responsabilité des universités catholiques dans le monde entier, c'est-à-dire 1400 plus 300 dites ecclésiastiques, disons 1700, ce qui m'a obligé à faire le tour du monde. Certaines toutes petites, je pense dans la campagne nord-américaine, une petite université qui s'appelle Anchela, 500 étudiants en pleine campagne, et je trouvais touchant que voilà, les responsables acceptent de faire une université là où il n'y avait rien d'autre. Enfin, et puis à côté, une université prestigieuse, magnifique, avec un musée, un théâtre, un aéroport. Enfin, vous voyez, bon, donc j'allais de contraste en contraste. Donc les universités américaines, les écoles catholiques, 250 000, ce qui représente à peu près 51-52 millions de jeunes dans le monde entier. Et puis, les choses ont changé depuis. J'avais la responsabilité de 2500 séminaires. Lorsque, à Rome, on est nommé à un poste de responsabilité, c'est pour une durée de 5 années. Je fais mon travail,
du mieux que je peux. Je rencontre assez souvent Benoît XVI. J'avais travaillé avec lui pendant 20 ans dans le cadre de la Commission théologique internationale et s'était créé entre nous un rapport assez étroit, d'admiration de ma part, c'est sûr, je crois, d'affection aussi de sa part. Bref, lorsque s'annonçait la fin de mon mandat, 5 ans, le secrétaire du pape me fait appeler et me dit, écoutez, il faut songer à une autre responsabilité. Or, à Rome, on ne vous nomme pas là où, en principe, vous pourriez donner le meilleur de vous-même, mais là où il y a de la place. Donc, à cette époque-là, en ce temps-là, 2 postes étaient libres et le secrétaire me dit généreusement, choisissez entre les 2. Premier poste, la famille, deuxième poste, la bibliothèque. Je lui dis, écoutez, aucun de ces postes ne me plaît. La famille, je voyais l'intérêt, d'autant plus que j'avais moi-même enseigné la théologie de la famille pendant plus de 20 ans. Mais enfin, la responsabilité de la famille, c'est un poste où il faut être à l'aise avec les médias. Or moi qui ai été prof pendant plus de 25 ans, quand on m'interroge, j'ai le réflexe du prof qui veut expliquer les choses. Or, les journalistes se moquent absolument de ça. Ce qu'ils veulent, c'est une image, un mot qui frappe. Bref, je ne me sentais pas du tout taillé pour cette mission. Et quant à la bibliothèque, ça ne me plaisait pas. Je disais, écoutez, j'ai aucune responsabilité, aucune compétence technique. Je ne vois pas ce que je ferai à la bibliothèque. Alors le secrétaire essaie mais vous savez, c'est prestigieux. Je dis, écoutez, non, rien ne me plaît de ce que vous me proposez. Bien. C'était au mois de février, au mois d'avril. Alors cette fois-ci, le pape me fait appeler et me dit, puisque vous n'avez pas choisi, je vais choisir à votre place. Ce qui est classique. Et il me fait une double confidence. Je dois dire que cette double confidence m'a beaucoup aidé par la suite. Il me dit, je vais vous donner la responsabilité dont je rêvais moi-même et que je n'ai pas pu réaliser puisque mes confrères cardinaux m'ont élu au siège de Pierre. Donc, ce rêve, je vais le réaliser à travers vous. Mais il ne m'a pas dit comment. Et la deuxième confidence, mais elle est liée à la première, c'était dans le même entretien. Il me dit, je vous confie les trésors de l'Église. Alors, je dois dire que cette expression, le mot, je crois même, c'était joyaux, un peu comme on parle des joyaux de la couronne. Alors, joyaux, dans l'Église catholique, les vrais joyaux sont les sacrements, les saints, les œuvres de charité, de solidarité, mais la bibliothèque. Alors évidemment, j'ai accepté. Je n'ai pas eu à accepter puisque j'étais nommé, c'était comme ça. Et je dois dire que je suis resté 6 ans dans cette responsabilité et que j'ai été très heureux. Très heureux de me trouver à la tête de 2 institutions, prestigieuses si vous voulez, mais qui m'ont permis de voir et le monde et l'Église d'une autre manière, donc la bibliothèque et les archives. À tel point que, il y a 1 an, lorsque j'ai pris ma retraite, j'étais encore comme inondé, si vous voulez, de cette lumière qui était la nôtre dans ces 2 activités, de telle sorte que je me suis résigné, je me suis senti poussé à écrire un livre, celui que je vous présente maintenant. J'ai écrit ce livre, j'ai mis plusieurs mois à l'écrire, mais je dois dire, il est sorti assez spontanément.
Et je me rappelle, lorsqu'on me demandait des conseils pour prêcher, je disais, une prédication qui sort facilement sera une bonne prédication. Alors j'espère que ça va aussi, que ça vaut aussi pour le livre. Je précise tout de suite, je ne présente pas dans cet ouvrage les textes, les documents les plus importants. Je serais d'ailleurs bien en peine de vous les citer. J'ai voulu présenter des documents que j'avais touchés moi-même et qui m'avaient touché. C'est-à-dire que j'ai eu, pour la première fois de ma vie, probablement la dernière désormais, j'ai eu l'impression que l'histoire que l'on apprend évidemment, mais cette histoire qui reste quand même abstraite, cette histoire, moi je la touchais. Voilà. J'avais les documents qui témoignaient de l'histoire, qui faisaient l'histoire. Encore une fois, ce ne sont pas les documents les plus importants, mais ce sont ceux qui m'ont touché, à tel point que je voulais appeler ce livre « Promenade solitaire à travers la bibliothèque et les archives secrètes ». Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais l'auteur n'est pas responsable du titre. C'est l'éditeur qui le choisit. Et d'ailleurs, il choisit tellement de choses que récemment, j'ai dit à l'éditeur, écoutez, puisque l'auteur est vraiment la dernière roue de la charrette, je vous suggère de faire des livres sans auteur, comme ça vous n'auriez pas... Alors, il a choisi le titre « Bibliothèque Monde ». Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais c'est comme ça que ça a été décidé. Donc, ce livre, qui est vraiment un livre personnel, je me permets d'insister là-dessus, pour vous situer quand même, la bibliothèque, c'est 54 km de rayonnage. Ça n'est pas la plus riche du monde. Paris, Londres et surtout Washington, aujourd'hui, sont des bibliothèques plus copieuses. Mais il y a dans cette bibliothèque le fonds peut-être l'un des plus importants, ne soyons pas arrogants, pour les manuscrits anciens, puisque nous avons à peu près 80 000 manuscrits anciens et 9 200 incunables. Donc, ne me reprochez pas de ne pas avoir tout cité. C'est au hasard des expositions ou des travaux que l'on me demandait d'accompagner que j'ai pu être en contact, encore une fois, avec tel livre, tel ouvrage ou tel document. Pour les archives, c'est encore plus évident, parce que les archives, c'est 87 km de rayonnage, c'est-à-dire des millions de documents. Alors, pourquoi ai-je été touché? Et c'est ce que j'essaie de rendre compte dans cet ouvrage. Dans l'introduction, j'essaie de préciser la symbolique du lieu. Si c'est possible, mais c'est possible le jeudi entre 5 et 6, donc vous voyez que c'est pas beaucoup. Mais si vous veniez visiter notre bibliothèque, je parle de la bibliothèque, je vous aurais conduit dans la salle la plus prestigieuse, qui est la salle peinte à fresque la plus riche de Rome, en dehors des églises, la plus volumineuse aussi. Alors, imaginez une salle en longueur, avec au milieu des piliers, sur la gauche, les grandes bibliothèques de l'humanité, Jérusalem, Babylone, Alexandrie, jusqu'à la bibliothèque dite apostolique, c'est la dernière fresque, avec cette double idée que la bibliothèque apostolique recueille, regroupe l'immense effort des bibliothèques précédentes. Et deuxième idée, ce pan de mur, vraiment superbe, même si j'ai appris plus tard que l'ensemble de la salle n'avait été peinte qu'en 2 années. C'était vraiment très, très, très réduit. Vous avez de grandes fenêtres qui donnent sur une cour appelée la cour Cortile del Belvedere.
Et donc, j'avais interprété ainsi, à quoi sert un livre? Il nous ouvre une fenêtre et nous permet de bel vedere, et en italien on peut jouer sur le double sens, nous permet de bien voir et nous permet de voir le bien. De voir le bien. Ce qui me conduit à une magnifique définition du livre faite par Brigitte de Suède. Un livre, c'est un jardin que l'on peut mettre dans sa poche. C'est beau ça, hein, vraiment. Et donc un livre, c'est quelque chose qui vous touche. On le met dans sa poche. Je ne veux pas entrer, je l'évoque rapidement, sur un problème souvent évoqué aujourd'hui. Est-ce que le numérique va remplacer le livre? Bien sûr, le numérique rend des services, et nous avons commencé aussi bien à la bibliothèque qu'aux archives à numériser. Mais enfin, si vous voulez, le numérique permet, ce qui est appréciable, de mieux conserver et de mettre à disposition du plus grand nombre, puisque dès qu'un document est numérisé, il est mis en ligne gratuitement. Mais enfin, c'est un monstre froid, le numérique. Tandis que le livre, c'est vraiment un ami, on le prend, on le touche, il sent, il a une odeur, une consistance, une physionomie, on le range dans un endroit, il est à votre disposition, vous pouvez le sortir quand vous voulez. Il y a donc, je crois là, une amitié qu'on ne retrouvera pas avec le monstre froid et tout à fait utile, bien sûr, de l'informatique. De l'autre côté, ça c'était le côté gauche, de l'autre côté, vous avez aussi des fresques, mais qui représentent des conciles, les grands conciles du premier millénaire, avec des fenêtres ouvertes, là aussi, qui donnent sur une autre cour, qui est la cour de la pigne en français. Là, on raconte, si vous voulez, à gauche, c'est l'aventure de la raison humaine, les bibliothèques, les livres. À droite, c'est l'aventure de la foi. Comment l'Église, de concile en concile, a pu approfondir sa compréhension de la foi. Et là aussi, des fenêtres, je l'ai dit, ce qui pourrait nous conduire à poser une question drôle. À quoi sert la foi? Elle nous ouvre une porte sur la pigne. Alors, la pigne, c'est quoi? La pigne, c'est, dans l'Antiquité romaine, c'est le symbole de la sagesse. Donc, voyez, la foi qui nous ouvre à la sagesse, le livre qui nous ouvre à bien voir, à savoir bien voir. Et donc, on comprend que ces deux aventures parallèles ont pu avancer chacune dans son domaine propre par un dialogue. C'est pour ça qu'il y a une fresque, une bibliothèque, un concile, une bibliothèque, un concile, une bibliothèque, un concile. Et toute mon introduction, donc, cherche à préciser la symbolique de ce bâtiment. Je dois dire, ça c'est en passant, que le matin, quand je venais travailler, tous les jours je venais travailler, c'était une fête pour moi. Vraiment, j'allais au travail comme à une fête. Parce que se trouver au milieu de tant de splendeur, alors pourquoi splendeur? Cette bibliothèque a été créée par le premier pape humaniste de l'Église. Nous sommes au milieu du XVe siècle, donc la toute première Renaissance italienne. C'était un érudit, un scientifique, et avant d'être élu pape, il est appelé à Florence par les Médicis, qui lui disent, évidemment, les Médicis de Florence veulent être fastueux, et qui disent, il s'appelle Parentucelli, ils lui disent, il faut créer là une bibliothèque comme on n'en a jamais vu. Et il lui donne un lieu, un couvent qui était un couvent de Sylvestrins, ils sont partis. On vient de donner ce couvent aux dominicains réformés, c'est le couvent de Saint-Marc, et donc vont travailler pendant plusieurs années celui qui est chargé de créer une bibliothèque moderne, finalement la première du genre,
Et puis un dominicain, Fra Angelico, qui va peindre finalement sur les parois des cellules austères. Hein. Il faut voir ce que sont ces cellules, avec une petite fenêtre, les scènes de la vie du Christ qui sont autant de chefs-d'œuvre. Ces deux hommes sympathisent, à tel point que lorsque Parentuccelli est élu pape sous le nom de Nicolas V, il demande à Fra Angelico de venir à Rome et lui confie la décoration d'une partie de ses appartements. Alors, voyez, dans ces deux personnages qui sont au début, il me semble que nous pouvons lire l'ADN de notre bibliothèque, c'est-à-dire d'un côté la rigueur scientifique et de l'autre côté la splendeur artistique. Et on trouve chaque fois ces deux dimensions. C'était mon introduction. Dans un premier chapitre, je présente ceux qui ont travaillé dans cette bibliothèque, ceux qui en ont eu la responsabilité, et il y a des figures attachantes, souvent représentées, donc vous avez pas mal d'images, souvent représentées, et j'essaie de montrer que être responsable d'une bibliothèque, cela suppose d'avoir une responsabilité technique, les livres à gérer, humaine, puisqu'il y a un personnel à gérer. Or, je vous assure que gérer du personnel, ça n'est jamais très facile, mais lorsque ce personnel est infiniment compétent, en tout cas plus compétent que vous-même, c'est encore plus difficile pour le gérer. Et puis aussi, ça je l'ai découvert, une dimension politique. Car quand les chefs d'État, les chefs de gouvernement, enfin des figures, si vous voulez, vont voir le pape, l'habitude depuis quelque temps s'est prise. Il y a le pape, le secrétaire d'État, l'équivalent d'un Premier ministre, et puis la bibliothèque. Et donc j'ai vu défiler des rois, des reines, des présidents, des responsables culturels, des industriels, etc. Je pourrais multiplier les anecdotes. Tout à l'heure, je racontais aux frères une anecdote. Donc, on me dit que tel ministre des Affaires étrangères va venir à la bibliothèque. Alors, évidemment, je fais préparer des documents qui concernent le pays dont il est le représentant, puisqu'il vient nous voir. Et juste avant de pénétrer dans la salle où sont exposés ces ouvrages, son téléphone, son portable sonne. Alors, il répond. Évidemment, on s'écarte par discrétion. Encore que, comme c'était un Asiatique, je ne suis pas sûr que j'aurais pu comprendre la conversation. Il entre, il s'intéresse à tout ce qu'on lui montre, et à la fin, ça a duré quand même 1h15 à peu près, à la fin, il fait, dans le livre d'or, il manifeste sa reconnaissance sur 2 pages. Bon. Et une fois que tout a été terminé, l'ambassadeur du pays me prend à part, il me dit, vous savez, notre ministre a reçu un coup de téléphone pour lui annoncer qu'il n'était plus ministre. Enfin, chapeau quand même. Hein, Donc, dimension politique qui fait que beaucoup de responsables, à tous les sens du terme, viennent chez nous, bibliothèques et archives, ou bien nous sollicitent. C'est pour cela que je suis allé dans plusieurs pays, invités par les ministres de la Culture ou autres, pour organiser des expositions, puisque chaque année, la bibliothèque organise ou participe, il faudrait que je dise, entre 12 et 19 expositions chaque année. Donc c'est vraiment le tour du monde par un biais auquel je n'étais pas habitué, mais qui était celui de la culture et qui m'a passionné. Alors, à partir de là, je distingue, c'est le chapitre 2, le souci de la mémoire. Une bibliothèque, c'est une mémoire culturelle. Les archives désignent la mémoire historique. Et j'ai constaté, tout de suite, que notre foi religieuse, notre foi chrétienne, a eu le souci des écrits dès le début, dès les premières générations.
Il s'agissait évidemment de noter ce que le Christ avait fait, ce qu'il avait dit. Il fallait aussi raconter la vie des premières communautés chrétiennes, parce qu'on pensait bien que cette manière de faire allait être normative pour les générations qui suivent. Et donc nous avons des documents, alors on me dit souvent quels sont les documents les plus anciens. Je ne sais pas, les documents les plus anciens, ce que nous avons de plus ancien, ce sont des pièces de monnaie chinoises qui datent du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais nous avons reçu, il y a 12 ans, 13 ans maintenant, des documents anciens et qui m'ont beaucoup touché, c'est-à-dire la moitié de l'évangile de Luc, la moitié de l'évangile de Jean, qui venait d'être redécouvert par hasard en Égypte, dans la Haute-Égypte, et qui sont, aujourd'hui en tout cas, connus comme les plus anciens textes du Nouveau Testament. Donc le souci de la mémoire les écrits, et en même temps, on retrouve cet échange, ce dialogue entre la rigueur scientifique et la splendeur esthétique. Ces documents anciens sont souvent illustrés d'enluminures toutes merveilleuses. Alors je vais essayer d'en trouver quelques-unes ici. Et l'enluminure, voilà par exemple le document le plus ancien que nous ayons du Nouveau Testament, qui a été offert à la bibliothèque par une famille, alors une famille libanaise, suisse et américaine. Alors voilà par exemple des documents anciens, toujours illustrés par de magnifiques enluminures. Ça, c'est le souci de la mémoire. Deuxième sujet, le bâtiment que j'occupais aux archives, parce que je dois préciser qu'on parle de bibliothèque et archives, mais ce sont deux institutions différentes. Donc je passais un jour dans l'une et un jour dans l'autre. Et il ne fallait surtout pas que je paraisse m'intéresser à une de ces institutions plus qu'à l'autre, parce qu'on me faisait sentir que j'étais pour les deux et pas bon. Le bâtiment, le bureau que j'avais, l'un des plus beaux de Rome, peint à fresque, se trouvait dans l'ancien observatoire. Et là, je me suis rendu compte que l'Église s'est intéressée, c'est peut-être une banalité, au ciel et à la terre, aux étoiles et à la surface. Les étoiles, au fond, notre évangile commence, la saga de l'évangile commence avec une étoile. D'où cet intérêt pour les étoiles qui se vérifie encore aujourd'hui, puisqu'il y a à Castel Gandolfo un observatoire géré par les jésuites, comme nous célébrons aujourd'hui un jésuite, je le dis volontiers. Alors, regardez par exemple mon bureau, voilà les fresques que j'avais dans mon bureau. Donc vous comprenez que ici c'est bien, mais c'est quand même un peu... voilà. Donc, le souci du ciel et le souci du calendrier. C'est dans cette tour, qu'on appelle la tour des vents, qu'a été décidée la dernière réforme du calendrier, puisqu'on s'est rendu compte que l'on avait une douzaine de jours de retard. Donc, en 1582, le pape Grégoire XIII, et on parle de la réforme grégorienne, décide de supprimer 12 jours. Alors Montaigne, ici, est excédé, mais enfin, d'où il vient, ce pape? Pourquoi prend-il cette décision? Mais finalement, ce calendrier va s'imposer chez les catholiques tout de suite, XVIe siècle, chez les protestants au XVIIIe siècle, plus tard, dans le monde entier, sauf évidemment les musulmans, etc., il n'y a que l'Église russe et l'Église serbe qui conservent l'ancien calendrier dit julien, et ce qui explique que les grandes fêtes chrétiennes ne tombent pas en même temps. Alors ça, c'était donc le ciel et puis la terre. Et donc, je montrais à nos visiteurs
la manière dont on s'est représenté la Terre à travers les siècles. Et en particulier ce magnifique livre de Ptolémée, qui date du début du XVIe siècle, c'est-à-dire avant la découverte de l'Amérique. Et vraiment, c'est un livre magnifique avec la planisphère d'ensemble, et puis aussi une reproduction, enfin la manière dont on se représentait chaque pays. Alors on trouve évidemment l'Italie, l'Espagne, la France, mais aussi la Russie, qu'on appelle la Moscovie, etc. Ça, c'était bon, il faut que voilà, c'était le troisième chapitre, la Terre et les étoiles. Et puis il y a l'histoire, chapitre 4. Et j'en suis arrivé, avec ces documents, j'en suis arrivé à penser, alors évidemment, ce n'est pas très moderne de dire ça, mais qu'il n'y a pas d'histoire heureuse. Que ce qui est le fil conducteur de l'histoire, c'est la tragédie. L'histoire, c'est une succession de drames qui peuvent concerner des personnes, qui peuvent concerner des communautés, qui peuvent concerner des pays entiers, ou même des civilisations. Et donc, j'ai été touché par les documents qui me parlaient de ces drames. Par exemple, et puis je me suis rendu compte qu'il ne l'avait pas mis, je n'étais pas content. Hier, j'ai protesté auprès de l'éditeur. C'est cette ligne que j'ai trouvée de Marie-Antoinette. Nous sommes en janvier 1793. Elle présente ses vœux à qui? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est au comte d'Artois. Et puis, elle n'aura jamais l'occasion de présenter d'autres vœux, puisqu'elle sera exécutée en octobre de cette année. Aussi, une belle lettre de Marie Stuart, envoyée au pape, un très beau français, où elle raconte qu'elle vient d'être condamnée à mort après presque 20 ans de captivité, c'est-à-dire la moitié de sa vie. Et quand la lettre arrive chez le pape, elle est déjà morte, elle a déjà été exécutée. Je parle du procès des Templiers, c'est quand même... alors là, nous sortons des individus pour les communautés, le procès des Templiers, le procès de Galilée, et puis d'autres drames, même je ne veux pas noircir notre soirée. Chapitre 5e, il y a bien sûr une tragédie continue, mais il y a des trouées de lumière. Et donc il y a des saints, des saintes, qui, dans cette noirceur de l'histoire, créent des pôles de lumière. Et donc j'ai parlé de saints et de saintes dont j'ai vu des documents ou des statues. Sainte Cécile, Sainte Françoise Romaine. Une chose aussi, j'ai retrouvé plusieurs cahiers qui dressaient la liste des prêtres catholiques qui étaient à Auschwitz et à Dachau et qui continuaient à célébrer la messe quand ils le pouvaient, qui continuaient à ordonner. On raconte, c'est l'évêque de Clermont-Ferrand qui était à Auschwitz et qui ordonne un diacre, il l'ordonne prêtre. Alors avec des bouts de bois, ils font comme une crosse, des bouts de tissu, une mitre. Enfin, il y a un côté plein de compassion. Ces hommes-là, ces prêtres-là, continuent dans le dénuement que vous pouvez imaginer, à vivre et à témoigner de la charité chrétienne. 6e et avant-dernier chapitre, le rôle de l'Église dans l'histoire de l'humanité. Et là, je parle, par exemple, je montre le fameux concordat que Napoléon Ier va signer avec la France. Je parle aussi de cette bulle d'Alexandre VI qui continue à entraîner des conséquences pour nous, puisqu'il divise l'Amérique latine entre une partie portugaise, le Brésil, et une partie hispanique, et cette distinction continue. Je parle des relations avec la Russie, des relations avec le Japon,
Et à propos du Japon, je cite un épisode que j'ai découvert un peu par hasard à la bibliothèque. Les Japonais ont été les premiers Asiatiques à créer une ambassade à Rome. Nous sommes au XVIe siècle. Dans une des fresques de la salle du début, la salle Sixtine, on voit le pape qui vient d'être intronisé prendre possession de sa cathédrale et il est précédé par les délégations et presque devant lui, la délégation japonaise figure en bonne place avec des petits, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des ombrelles, des ombrelles asiatiques. Donc, vraiment, les relations sont excellentes, en particulier grâce aux Portugais et aux Espagnols, aux Jésuites. Et puis, il y a un coup d'État, l'empereur subsiste, mais perd tous ses pouvoirs au profit du shogun. Le nouveau shogun décide de construire un bateau, le premier bateau de haute mer du Japon. Il désigne un ambassadeur pour le pape. Cet ambassadeur traverse le Pacifique, arrive à Acapulco, traverse le Mexique, il salue le vice-roi à Mexico, il reprend le bateau à Veracruz, il arrive en Espagne, il se fait baptiser à la cour de Philippe III, qui est témoin de son baptême. Il continue son périple, il arrive en France, et là aussi, petite découverte, le premier contact de la culture française avec disons, l'humanisme japonais se fait dans une ville qui n'a pas laissé un souvenir culturel extraordinaire, c'est Saint-Tropez. Il continue son périple et il arrive à Rome, il présente à Rome une lettre en japonais, en latin et en japonais, et en latin, le shogun dit au pape qu'ils veulent être son sujet, que le pape se prononce et qu'ils seront ses serviteurs, ses sujets les plus obéissants. Le pape ne le croit pas. L'ambassadeur repart bredouille, l'ambassade a échoué, et à peine de retour, le shogun, évidemment furieux de cette réponse négative, entame les plus grandes persécutions contre les chrétiens qui vont durer plusieurs décennies et avec une violence et une cruauté dont on conserve encore le souvenir. Voilà donc des choses... je vous disais en commençant, et puis je m'arrêterai là, l'histoire n'était plus pour moi un mystère, c'était du concret. Et dernier chapitre, que j'ai intitulé « Mère des arts et de la culture », quel a été le rôle de l'Église dans la culture. Et alors là, je parle des peintres, des musiciens. Par exemple, Handel a 20 ans, à peu près, autour de 20 ans. Il va à Rome, il est invité par la famille des Ruspoli, et dans son contrat, il est écrit que chaque semaine, il doit produire 3 pièces qui sont interprétées à la fin de la semaine. Rome lui plaît, mais il ne peut pas rester. Il quitte Rome à regret, et ces pièces qui avaient été interprétées disparaissent. Jusqu'à ce que nous les retrouvions, il y a 3 ans à peine, ou 4 ans maintenant, je perds un peu la mémoire des dates, dans des vieux coffres. Et donc on a réinterprété, c'était, si vous voulez, des secondes Première mondiale. On a réinterprété ces œuvres de Handel, et là, dans la bibliothèque et dans les archives, c'est de manière continue que l'on découvre et redécouvre des choses, des ouvrages perdus, des chapitres perdus, de Cicéron en particulier, le 6e chapitre, le chapitre 6 de sa République, etc. Donc, il y a encore dans ces 2 institutions des trésors qui restent à découvrir. Donc, je m'associe par anticipation à la joie de ceux qui le découvriront, et j'ai voulu vous faire sentir un peu de mon enthousiasme à travers ce petit livre. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous avant de laisser la parole à nos amis.
par l'image que vous utilisez, et qui est la même qui était utilisée par Michael Najib, et que le livre est un ami. Oh, ça, c'est pas original, hein. Oui, mais qu'il y ait ce rapport très, très charnel, oui, très personnel. Tout à fait. Avec l'objet, pas uniquement avec le texte, mais avec, oui, avec l'objet livre. Pour vous, quel était le livre que vous regrettez en quelque sorte le plus Alors, de vos rencontres durant ces années? Je ne me suis jamais posé cette question. Mais je vais la traduire, tu me diras si j'avais dû faucher un livre. C'est ça que tu veux dire. Alors, je crois qu'il y en a deux, un que j'ai fauché à moitié et l'autre pas du tout. Je veux dire que ce que je vous ai montré, là, ces fragments les plus anciens de l'Évangile, on en a fait, grâce aux techniques modernes, des copies très, très fidèles. Hein. Ce sont des papyrus, donc. Et donc, j'ai pu prendre une copie de ce texte. Je ne sais pas le lire, ce texte-là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va me toucher du point de vue scientifique. Je ne suis pas compétent dans cette matière-là. Mais savoir que c'est le document qui est le plus près du Christ, ça me touche. Et puis, ce que j'aurais voulu prendre, mais ça aurait été trop visible quand même. Je vais vous montrer. Donc c'est pas un péché, on peut le faire, quitter les bouquins. Eh bien, c'est-à-dire que je ne l'ai pas fait, alors je ne peux pas vous dire... Voilà. Voilà, par exemple, j'aurais aimé prendre... Enfin, j'aurais aimé avoir un livre d'heures tel qu'on les faisait au XVe et XVIe siècle, qui sont des livres de piété, c'est-à-dire on y trouve les prières de la journée, et en même temps avec des enluminures de toute beauté. Regardez celle-ci, par exemple. Voilà, c'est... Alors, un livre comme ça, oui, je le regrette. Je vous en prie. Ça s'appelle les archives secrètes. Alors, les archives secrètes, c'est très facile. Ça n'est pas du tout, contrairement au fantasme d'un Dan Brown qui a gagné beaucoup d'argent sur notre maison sans y venir jamais, sans y mettre jamais les pieds. Secret, si vous voulez, ça a deux sens qui sont liés. C'est d'abord le coffre qui va donner en français le secrétaire. Vous savez, les meubles, le secrétaire qu'on ouvre. Et deuxièmement, c'est à la discrétion, en latin secretum, à la discrétion du pape. Ce sont les archives du pape qu'on dépose dans un meuble. Voilà. Et une autre question qui n'a rien à voir. Et je vous en prie. Mais c'est savoir. Alors là, il y a plein de documents, comme vous dites, qui sont uniques. Et oui. qu'on peut trouver par ailleurs, parce que ce sont des archives, c'est pas des livres même. Il y a des livres aussi, quand même. C'est la bibliothèque. Il y a des livres, oui, qui peuvent être aussi, je veux dire, des manuscrits, non, uniques. Quelles sont les mesures pour éviter, par exemple, un incendie? Oh, ça c'est très... D'abord, nous avons les pompiers juste au-dessous de chez nous. Hein, non, vraiment, c'est... Et le préfet... Alors, il y a le bibliothécaire, le responsable politique, si vous voulez, et puis à la tête de chacune de ces institutions, un préfet qui a la responsabilité technique. Et le préfet doit être constamment en contact avec son institution, de telle sorte que s'il y a quelque chose... Comment ? Non. Ce qui est plus dangereux, c'est l'eau. C'est l'eau. Et nous avons eu un grand malheur il y a 4 ans maintenant. La bibliothèque et les archives sont devenus trop petits, hein, compte tenu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, on a obtenu, non sans difficulté, la permission de mettre dans des palais qui appartiennent au Vatican, mais qui ne sont pas à l'intérieur du Vatican. Pour ceux qui connaissent Rome, c'est Via della Conciliazione, là, cette rue, cette avenue qui mène au Vatican. On a donc l'usage de 2 immeubles
et on a mis les livres qui n'étaient pas les plus importants, mais qui avaient quand même une certaine importance, on les a mis là, et les canalisations de la ville de Rome, mal entretenues, ont éclaté et ont inondé tout un rez-de-chaussée. Non, non, parce que vous savez, on a des techniques, moi j'ai appris ça, je vous dis ça, c'est très récent, on les congèle. Ah oui. C'est en congelant qu'on peut les sauver. Mais il reste que... Là où on les perd, c'est quand on les dégèle. Je peux vous le dire d'expérience, Alors, au travers de la congélation d'archives juridiques. alors écoutez... les dossiers ont été perdus quand on a voulu les dégeler. Eh bien, ça n'a pas été le cas chez nous. Ce qui veut dire qu'on a fait des progrès depuis, alors évidemment. D'autres questions? J'en ai une, mon père, monseigneur. J'ai bien compris que vous n'êtes pas pour grand-chose dans le choix du titre. J'aimerais savoir si vous êtes pour quelque chose dans le choix de la photo. Parce qu'en feuilletant l'ouvrage, je relève que cette photo représente la bulle de Clément VII pour le couronnement de Charles Quint. Je voulais savoir si c'était votre choix. Alors, ce n'est pas le choix de la couverture. Mais, le choix de la photo de la couverture. Oui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé avec les deux personnes, c'était deux femmes qui étaient chargées de l'iconographie. J'ai travaillé avec elles et je leur ai dit, il faudrait qu'il y ait ceci, cela. Mais je n'ai pas choisi la couverture. Et puis j'ai constaté que des choses que j'avais indiquées n'ont pas été observées. Par exemple, France Inter me dit quel est le document qui vous touche le plus, et je dis, vous trouvez ça, les 7 lignes écrites par Marie-Antoinette, ça n'y est pas. Ça n'y est pas dedans. Donc j'ai protesté auprès de l'éditeur qui m'a dit si on fait un retirage, on le mettra. Mais enfin. Comment on choisit les bouquins les livres qui entrent à la bibliothèque? Il y a une commission d'études et c'est elle qui décide. Parce qu'autrefois, dans les premiers temps de la création, c'était tous les livres de l'humanité qui étaient censés être représentés à la bibliothèque. Non, alors, non, heureusement, non. Dans des pays comme la France, mais c'est vrai dans d'autres pays, tous les livres qui sont publiés dans le pays doivent envoyer un exemplaire de chaque livre doit se trouver à la Bibliothèque nationale. Ça, c'est une règle. Bon. Nous, on ne peut pas appliquer cette règle, parce que quelle est notre nation, si je peux dire? Ou bien c'est le Vatican, il n'y aura pas tellement de publications, ou bien c'est les catholiques, et ça fait quand même 1,2 milliard, donc vous imaginez. Bon. Donc, nous ne sommes pas partis sur cette perspective. Nous avons choisi, nous retenons les livres qui sont les plus conformes à l'esprit de notre bibliothèque. Par exemple, une de nos spécialités, les manuscrits anciens. Donc dès qu'il y a quelque chose sur les manuscrits anciens, bien, nous les acceptons. Pour les archives, quelle est l'année que vous ouvrez actuellement? Alors les archives ont été ouvertes par Léon XIII. Et quand je dis ouverte, aussi bien pour la bibliothèque que pour les archives, ce n'est pas ouverte au tout venant. C'est aux chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un titre de docteur et une recommandation académique. Tout est ouvert jusqu'à 1939 et on attend la permission pour ouvrir jusqu'à 58 et peut-être 62. C'est une décision politique. Elle interviendra nécessairement. Mais il y a une difficulté que moi je n'avais pas mesurée. Si vous ouvrez les archives, il faut que ce soit toutes les archives et pas simplement une partie. Or, nous, archives secrètes ou apostoliques, aujourd'hui, peu importe, nous ne représentons que 60% des archives du Vatican. Et les autres sont dans des congrégations, etc. Et autant nous sommes prêts, autant on ne peut pas dire que les autres congrégations soient prêtes. Bon.
bibliothèque, par son ancienneté, donc par sa richesse, est un sujet d'étude pour vos chercheurs, pas pour les chercheurs, mais pour les chercheurs, pas pour les chercheurs. Quels sont les domaines très particuliers qui font l'objet de recherche de la part des chercheurs du monde entier? Est-ce qu'il y a vraiment des domaines très particuliers? Ça dépend beaucoup des époques. Je ne dis pas des modes parce que ce serait dévalorisant, mais les chercheurs d'aujourd'hui n'étudient pas les mêmes choses que ceux d'il y a 50 ans même. Alors, là où nous sommes riches, nous avons bien sûr de la théologie, de la philosophie, du droit canon, mais ce n'est pas ça qui constitue notre spécialité. Nous sommes riches en médecine, histoire de la médecine, astronomie, sciences, histoire des sciences, géographie, histoire tout court, et art. Le département des arts est celui qui prend le plus en plus d'extension aujourd'hui. Est-ce que le catalogue de la bibliothèque, parce que vous disiez que vous aviez découvert des choses merveilleuses pas très longtemps, est-ce que le catalogue, dans quel état le catalogue le catalogue est toujours en devenir, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que nous avons un catalogue définitif, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore expertisées. Découvertes, oui, mais expertisées. Par exemple, au dernier étage des archives, nous avons des tables, un peu comme celle-ci, enfin beaucoup plus grandes, sur lesquelles sont déposées les archives des grandes familles du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. La peur des troupes napoléoniennes a fait que beaucoup de ces familles ont décidé de confier les archives. Bon, ces archives, depuis l'époque, de cette époque-là, donc ça fait 2 siècles et demi, reposent. Je n'avais pas le personnel suffisant pour les ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a plein d'archives. Moi, je suis historien personnellement, donc je sais Oui. comment ça marche. On a un catalogue général, on sait vaguement à peu près ce qu'il y a dedans, mais c'est tout. On n'a pas les détails seulement. Ah non, nous avons un catalogue qui décrit l'ouvrage, qui comporte un historique, c'est bien fait. Dans les archives aussi les archives, c'est moins avancé, mais aussi je vous dis, les archives, c'est tellement immense. Les archives, je ne sais pas si on arrivera un jour à un catalogue fini, probablement pas. Parce que, dites-vous que à la fin de chaque année, les diverses nonciatures sont tenues de nous envoyer leurs archives. Donc c'est infini. Et question en passant, quand les archives étaient en papier, ça va. Mais aujourd'hui, le papier de fax disparaît et les courriels disparaissent. Alors ça lance un nouveau défi à la mémoire. C'est-à-dire que, comme vous dites, moi, les livres, c'est quelque chose, si c'est avec des bons matériaux, ça dure dans le temps. Et le numérique, on ne sait pas trop comment le temps ça va durer, en fait. On a du mal à évaluer. Quand même, pour numériser. Il y a, on en parlait, il y a le programme de numérisation, n'est-ce pas, des pièces. Est-ce qu'il y a aussi le programme d'édition? Alors, numérisation dans la bibliothèque uniquement pour les manuscrits anciens. C'est-à-dire que les ouvrages imprimés ne feront pas l'objet d'une numérisation parce qu'on estime qu'ils existent dans d'autres bibliothèques et compte tenu de l'étroitesse de nos moyens, on préfère s'investir sur ce qui est notre spécialité, notre originalité. Est-ce qu'il y a le programme d'édition où ce sont les chercheurs qui viennent chercher les textes pour les éditer peut-être après? Non. Mais chaque fois que nous numérisons quelque chose, c'est mis en ligne gratuitement. Alors ça a un effet positif, c'est accessible au plus grand nombre. Un aspect négatif, c'est que les gens viennent moins travailler. Et par conséquent, ça donne moins de revenus. Et pourquoi vos revenus proviennent d'où, en fait Alors, c'est une bonne question. Je ne peux pas accepter de faire la quête maintenant parce que je ne suis plus à la bibliothèque. Mais il faut savoir que ce que
l'allocation, la subvention versée par le Vatican lui-même, puisque c'est lui qui est le patron, est faible et baisse régulièrement. Donc cela nous a obligés depuis quelques années, mais surtout depuis ces dernières années, à faire une politique, alors le mot qu'on utilise c'est de fundraising, de recherche de sponsors. Il n'y a pas de mot français, je ne sais pas comment. De mécénat, oui, mais mécénat c'est devenu en français trop artistique, si vous voulez. Et donc nous avons créé un service de recherche de fonds. Et nous travaillons surtout, alors il y a 3 pays avec lesquels nous travaillons et qui nous intéressent, si vous voulez. Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon. Et la France ne donne pas beaucoup d'argent? Pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui est malheureux, c'est qu'on s'aperçoit que toutes les institutions de ce type-là ont des fonds qui baissent dans le monde entier. Pratiquement, j'ai l'impression. Non, vous ne pensez pas? Pas nécessairement. Là, je vous ai cité une université américaine. J'y suis allé à 2 reprises. Et d'ailleurs, je lui ai demandé de nous aider dans la recherche de fonds. Cette université a 295 personnes qui ne font que des recherches de fonds. Et quand elles m'ont dit « Et vous, combien de personnes pensez-vous y mettre ?» J'ai dit « Oh, je pense 1,5 ». Alors, vous voyez un peu la disproportion. On ne joue pas dans le même cours, si je peux dire. Les Américains aussi, leurs frais sont très chers. Oui, mais il y a quand même, je peux le dire, une générosité chez eux qu'on ne sent pas en France. Hein. Quand vous étiez Alors, la dernière fois... Pardon. Je voulais vous demander, peut-être que je n'ai pas entendu avant d'arriver, je ne sais pas, parce que le choix des archives et des ouvrages qui étaient ici, bon, il n'y a pas la possibilité de tous les mettre, mais vous avez pu consulter à peu près... Non, j'ai expliqué ça au début, je n'ai mis là que les ouvrages qui m'ont touché. Donc vraiment, c'est une approche personnelle, et je suis sûr qu'un autre bibliothécaire de la même institution aurait choisi d'autres ouvrages. J'ai voulu faire une œuvre personnelle. Vous avez pu à peu près consulter un peu tout... Vous n'y pensez pas, c'est impossible. Je disais 54 kilomètres de rayonnage pour la bibliothèque et 87 pour les archives, on ne peut pas tout consulter. Quand vous étiez venu la dernière fois, vous avez parlé des contacts que vous aviez avec la Chine. Est-ce que ça a débouché? Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que la Chine est compliquée. Alors, nous avons fait des avancées significatives avec le Japon, puisque une grosse entreprise du Japon nous a donné 19 millions d'euros pour acheter des scanners et former le personnel capable d'utiliser ces scanners. Pour la Chine, nous sommes toujours en pourparlers et je vais le dire autrement. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les Japonais. Ils sont précis, rigoureux, la parole donnée. C'est un peu, on dit que ce sont les Allemands de l'Est. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vraiment, c'est un bonheur de travailler avec eux. Quand je suis en Chine, c'est vraiment la désorganisation institutionnalisée. Et qu'on ne sait jamais, quand quelqu'un parle, qui est derrière celui qui parle. Alors ce projet d'exposition subsiste aujourd'hui, et encore avant que je ne quitte Rome, mon dernier voyage à Pékin nous a montré que c'était possible, mais nous avons commencé par des expositions sectorielles avant d'arriver aux grandes expositions de Pékin et de Shanghai, donc on a fait déjà quelque chose à Macao et à Hong Kong. Et là, il y a un document qui est chinois dans votre livre.
Oui. Malheureusement, il a fait une erreur dans l'attribution du document. Pourquoi? Parce que c'est pas. Il marque lettre de l'impératrice Hélène au pape 1910. C'est pas ça. C'est le... Page 88. Oui, oui. Mais non, c'est l'éditeur qui a fait l'erreur. Parce que c'est une édition sur soie, un papier de soie. Oui, voilà. Et on ne sait pas ce que c'est. Parce que le fait dans le texte, vous dites que la lettre de l'impératrice, elle est sur le soir mauve. Ah, j'ai pas lu le texte. Oui, mais c'est... Et pourquoi n'est-ce pas ça? Ah, je ne sais pas, parce que... Moi, je pense que c'est ça. Si, c'est... Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'il y a une histoire absolument passionnante de la dernière impératrice. Les missionnaires ont réussi à baptiser la dernière impératrice de la dynastie Ming sous le nom d'Hélène. Et son fils a été baptisé comme Constantin. Et du coup, il y a la fameuse lettre de l'impératrice Hélène qui est envoyée au pape. Sauf que le moment où le pape reçoit la lettre venue de Chine, la dynastie se termine avec l'invasion manchoue. Mais de fait, l'immense épopée lancée par Matteo Ricci se termine par... J'ignorais totalement qu'une impératrice était... Oui, c'est ça, bien sûr. La famille impériale de la Chine. Alors, la famille impériale Ming qui s'était réfugiée dans le sud devant l'avancée mandchoue, mais les jésuites très malins se sont divisés, ceux qui allaient vers le sud et ceux qui restaient à Rome, de telle sorte que la nouvelle dynastie Qing a eu aussi des jésuites à côté. C'est pour ça que c'est désorganisé la Chine. Parce qu'il y avait les jésuites. Ah non. Mais en fait, quand on va à Pékin, ils sont quand même touchés, ils sont touchants de nous montrer sur les remparts, enfin ce qui reste des remparts de la ville, parce que Pékin est une ville complètement révolutionnée, et pas seulement d'un point de vue politique, de nous montrer les instruments astronomiques laissés par les jésuites. Une question que je me pose, c'est un pays, par exemple, comme le Japon, qui est intéressé par les archives, tout ce que vous parlez, ils y ont un intérêt culturel ou où ils sont touchés par la foi, par je sais pas comment. Non, alors. Quel est leur intérêt finalement de nous aider? Je vous donne un exemple. Cette entreprise avec laquelle nous avons été mis en contact emploie 48 000 ouvriers. Donc vous voyez que c'est une grosse boîte, c'est la deuxième, dans son genre, c'est la deuxième du monde. Le président, enfin une délégation est venue, nous faisant connaître le désir de cette entreprise de nous aider, en mettant à notre disposition 19 millions d'euros. Alors évidemment, j'ai organisé un repas lorsque le président directeur général est venu. Les Japonais, c'est un peuple réservé quand même. Enfin, on ne peut pas aller aux confidences immédiatement. Mais enfin, les vins italiens aidant, nous avons pu, à la fin du repas, parler un peu plus librement. Et je lui ai demandé, mais d'où vient votre générosité? Est-ce que vous êtes chrétien? Il me dit, non, je ne suis pas chrétien, et je pense même que parmi nos ouvriers, il n'y en a aucun qui soit chrétien. Mais, me dit-il, nous avons, notre entreprise, depuis plusieurs années, consacre une partie non négligeable de son budget, à des œuvres humanitaires. Et quand nous avons compris que la bibliothèque, on ne parlait là que de la bibliothèque, était une bibliothèque monde, alors pour reprendre le titre, c'est-à-dire qu'on y trouve de tout qui reflète le monde, que c'était une bibliothèque humaniste, c'est comme ça qu'elle a été présentée dès le début, et c'est encore vrai aujourd'hui. Nous avons pensé qu'en vous aidant, nous continuons à faire une œuvre humanitaire. Alors voilà par exemple une réponse. Vous avez d'autres éléments de réponse. J'ai dû faire une exposition c'était à Tokyo même, sur l'invention de l'imprimerie. Et donc, nous avons dans une exposition technique
nous avons, nous, apporté les appareils, si vous voulez, les divers appareils de l'invention de l'imprimerie, mais eux apportaient une qualité de papier que nous ne connaissions pas, et donc c'était la rencontre véritablement entre l'Est et l'Ouest. Monseigneur, vous avez manifestement beaucoup d'intérêt pour Marie-Antoinette et sa dernière lettre qui a été publiée. J'aimerais savoir si, au travers de l'évocation que vous faites dans votre livre de la Révolution française, vous avez découvert dans la bibliothèque vaticane, est-ce que vous avez découvert des éléments historiques que vous ignoriez jusqu'à présent et qui permettraient d'avoir une autre approche de cette période tellement difficile à comprendre? On n'a pas beaucoup de documents sur la Révolution. On en aura davantage avec Napoléon. Mais alors, pour répondre à votre question, est-ce que j'ai découvert des documents qui... Non. Ils existent peut-être. Ils existent peut-être, mais moi, je ne les connais pas. C'est parce que vous citez la Révolution. Oui, je cite la Révolution. Les échanges n'ont pas été très, très nombreux. Et puis, il ne faut pas oublier que Rome a été occupée très rapidement par les troupes révolutionnaires. Et donc, alors je cite, c'est pas la Révolution directement, mais lorsque les troupes de Napoléon occupent Rome, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent les archives et la bibliothèque. Et tout part à Paris. Et vous imaginez ce que les dommages créés par le grand soleil, la pluie, les charrettes qui versent dans les rivières. Il faut attendre le congrès de Vienne pour qu'on exige de la France qu'elle qu'elle renvoie ces documents, non seulement d'ailleurs avec Rome, parce que ça s'était fait avec la Hollande et d'autres pays, c'était la politique de Napoléon, puisque Paris devenait la capitale de l'Empire, il fallait que toutes les archives se trouvent à Paris. Pour la petite histoire, enfin petite ou grande, le médaillier de Rome était le plus riche du monde, tout est parti à Paris. Les médailles de bronze sont revenues à peu près intégralement, la moitié des médailles d'argent, très peu de l'or, et le gouvernement a été incapable d'expliquer pourquoi les médailles d'or n'étaient pas revenues. Donc c'est le cabinet des médailles de Paris? Ah non, pas nécessairement, non. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a à la Bibliothèque nationale des livres avec le sceau de la Bibliothèque du Vatican. Donc nous serions en droit de les réclamer, mais alors on n'en finirait pas. Réclamer des médailles d'or à la France, ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup, mais où sont-elles ces médailles d'or? Il doit en passer quelques-unes de temps en temps dans le public. Probablement. Mais alors là, nous avons... Enfin, je veux dire, personne chez nous ne s'intéresse désormais à ceux qui auraient dû revenir et qui n'est pas revenu. Il faudrait presque dédier un département entier pour ça. Pardon? Il faudrait dédier quasiment un département entier de personnes. Oui, mais je ne les avais pas, ces personnes. Qui est votre successeur? C'est un Portugais. Et le Portugais, je pense que c'est le premier Portugais à être bibliothécaire, tandis qu'il y a eu... J'étais le 4e Français.